Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de choisir Métropole pour vous informer. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce soir. Plus de 250 gangsters ont été neutralisés par des drones kamikazes en l'espace de 2 mois selon le RNDDH. De son côté, la police nationale a annoncé que ces opérations ont permis des saisies d'armes et de munitions ainsi que des arrestations ciblées. Des zones jusque-là contrôlées par des bandits ont été libérées, affirme le porte-parole Michel-Ange Louis-Jeune. La mission multinationale installe une base avancée au port de Port-au-Prince. L'objectif est de protéger l'approvisionnement vital et réduire l'influence des groupes armés sur les infrastructures économiques. Parallèlement, le ministre de la Défense annonce un renforcement des forces armées d'Haïti après de nouvelles acquisitions. Également, titre de ce mardi, le débat se poursuit autour de l'avant-projet de constitution. Jerry Tardieu, président du GTC, critique toutefois la tournure fédérale du texte. L'ex-député alerte sur la complexité du projet et remet en cause sa légitimité démocratique. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Plus de 250 membres de gangs ont été tués au cours des 2 derniers mois lors d'attaques de drones, a affirmé Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains RNDDH, soulignant que les groupes armés font face à une pénurie d'armes et de munitions. À Port-au-Prince, les dernières opérations menées dans les quartiers de Torcelles et de Village de Dieu ont été qualifiées de succès par M. Espérance. Au moins 30 personnes ont été tuées et une centaine blessées au Village de Dieu. Le chef de gang Vitellum Innocent aurait pris la fuite, selon la même source. Dans le département de l'Artibonite, des affrontements entre les gangs de Savian et la coalition de Jean-Denis ont fait au moins 2 morts. Le calme est revenu, mais les pertes seraient importantes du côté du gang Grand Griffe. Plusieurs habitations ont été incendiées dans ces 2 localités, rapporte notre correspondant dans la région. Une importante offensive menée en mai par la police nationale a permis de neutraliser un grand nombre de membres de gangs. Selon les déclarations du porte-parole de l'institution, le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, des armes à feu et des munitions ont été saisies au cours de ces opérations qui ont également abouti à plusieurs arrestations, dont des individus affiliés au gang d'ISO opérant à Village de Dieu. Le commissaire Louis-Jeune a également précisé que ces interventions ont permis le déblocage de zones stratégiques précédemment contrôlées par des groupes armés. Richie Fortuné nous en parle. Plus de 250 selon le RNDDH, un grand nombre selon la PNH. On ignore toujours le nombre réel de bandits tués lors des récentes opérations des forces de l'ordre. En conférence de presse, le porte-parole de l'institution policière a confirmé l'attaque menée dans la base du gang Krasé-Barrière, mais n'a pas fait mention du sort de son caïd, qui suscite de nombreuses interrogations depuis l'annonce de l'encerclement de son quartier général. Jenson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui tape opéré dans Tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum Innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir base non, plus précisément à Limonade. Jameson sorti Port-au-Prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire, ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé. Si Michel-Ange Louis-Jeune met les efforts enregistrés dans la bataille contre le banditisme sur le compte de la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la sécurité, la PNH continue de rester évasive au sujet des drones kamikazes. Je viens parler de ce qui s'est passé et nous n'avons pas faire nous déplacer là pour parler des rumeurs, pas vrai? Et ensuite, ou bon information que je ne connais pas. Je ne connais pas si soit dit à là, je ne connais pas si c'est ça. Ça que moi connais que sécurité, c'est dépend d'une chaîne de production. Ça veut dire qu'il y a des coproducteurs de sécurité. Ce n'est pas un seul monde qui produit,
sécurité. La police à elle seule pas capable de produire sécurité. Dans la chaîne, il y a plusieurs acteurs, ouais, c'est des coproducteurs de sécurité. Chaque monde dans la sphère d'action, et ils conjuguent efforts pour avoir un seul résultat, c'est la sécurité qui est le bien commun le plus partagé. Voilà. En revanche, le commissaire se montre rassurant concernant les actions menées dans les différents quartiers occupés par les gangs. De nombreux bandits ont été tués, des armes à feu et des munitions saisies, des zones autrefois contrôlées par les gangs ont été libérées, souligne le porte-parole qui annonce la poursuite des interventions de la PNH. C'est en total 91 armes à feu, seulement bien entendu, même si n'a pas parlé pour mois de mai, mais ce n'est pas pour mois de mai, seulement ensemble des armes ça eux-mêmes et ils ont récupéré parce que nous connaissons conditions pour les armes sortir de province pour arriver à Port-au-Prince aussi extrêmement difficile. Jean nous dit c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Tandis que l'opinion publique souligne des avancées sur le terrain dans cette bataille lancée contre les bandits, le manque de coordination entre le CSPN et la police nationale est pointé du doigt comme l'un des plus grands handicaps dans cette quête de résultats. S'ajoute à cela l'absence de communication officielle sur les attaques de drones kamikazes, ce qui ouvre la voie à toutes les rumeurs. Toujours dans ce chapitre, la mission multinationale de soutien à la sécurité a annoncé l'installation d'une base opérationnelle avancée au port de Port-au-Prince, site stratégique sous menace constante de la coalition de gangs Vivre Ensemble. Ce port, géré par l'autorité portuaire nationale, constitue l'un des principaux points d'entrée maritime du pays et joue un rôle vital dans l'approvisionnement en biens essentiels et le soutien logistique des opérations humanitaires. En collaboration avec la police nationale d'Haïti et le programme des Nations Unies pour le développement, la mission a procédé à une évaluation approfondie de la zone. L'objectif, selon une note officielle, est d'assurer la continuité des activités portuaires, de réduire l'influence des groupes armés sur les infrastructures économiques et de renforcer la présence de l'État dans une zone jugée critique. Le ministre de la Défense, Jean-Michel Moïse, a annoncé de nouvelles acquisitions d'armes et de matériel militaire destinées à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées d'Haïti. Lors de la 10e édition des Mardis de la Nation, il a également précisé que de jeunes soldats haïtiens seront prochainement formés au Mexique. Ces efforts visent à mieux équiper l'armée face à la montée de l'insécurité. Le ministre a indiqué qu'une part significative du prochain budget national sera consacrée au FADH. Des soldats seront déployés dans les ports et aéroports du pays et de nouvelles bases militaires seront construites. L'armée est déjà chargée de la surveillance de plusieurs institutions étatiques, notamment la Banque de la République d'Haïti, la Cour des comptes, les installations de la caravane du changement et d'autres bâtiments publics. L'armée, j'en connais, les très embryonnaire, les très jeune, parce qu'elle est remobilisée en 2017, pas de vraiment trop d'investissement qui est fait dans l'armée, qui est différent, je dis, avec le gouvernement, qui gouvernement de transition. Ça. Nous avons ça par rapport à la quantité de fonds et quantité d'investissement qu'a fait dans l'armée. Il faut me dire que l'armée a participé en pile opération. Et sincèrement, étant ministre de Défense, il y a des prudence moins fait en pile pour ne pas déclarer toute une série de bagages que l'armée a fait. Et je toujours dit ça, écrit sur Twitter. Il y a des bagages qui sont extrêmement sensibles. Mais l'important pour nous connaître que l'armée a sécurisé en pile institutions, infrastructures critiques pays qui permettent au gouvernement de continuer à fonctionner. Par exemple, Cour des comptes, BRH, installation de communication qui permettent le système de communication de fonctionner. Au Bléon, par exemple, pour Tillier, nous gagnons un dépôt, par exemple, qui côté gagne environ 150 millions de dollars d'équipement que
le gouvernement président Jovenel a eu un contrat avec Taïwan. Paquet matériel ça yo storé dans dépôt dans tabac tout près l'ambassade américaine. C'est l'armée d'Haïti qui sécurise malgré bandits tenté plusieurs fois pour cambrioler. C'est l'armée. L'armée a participé dans la bataille, dans la lutte contre l'insécurité. C'est l'armée qui sécurise l'aéroport, qui fait l'aéroport continuer à fonctionner. C'est l'armée qui sécurise NATCOM. C'est l'armée qui sécurise en majeure partie champ de masse là. Aéroport, port, douane. Souvent, nous ne connaissons pas les choses parce que nous sommes très prudents, nous n'avons pas communiqué sur eux. Si l'armée d'Haïti n'a pas participé dans la lutte contre l'insécurité, nous n'avons pas de soldats qui mourent, nous avons plusieurs soldats qui mourent, tout très récemment dans 15 coffres, parce qu'ils ont participé dans la bataille contre l'insécurité. Et ils ont participé au support de la police très souvent dans l'opération. Nous gagnons Pélicto, l'armée c'est l'armée qui a sécurisé. Gagnons Marion, c'est l'armée d'Haïti qui a sécurisé. Gagnons Port-de-Paix, c'est l'armée. Nous gagnons l'armée tout dans le plateau central, dans une ferme agricole, une base militaire qui est le Colora. C'est l'armée d'Haïti qui a sécurisé. Et en termes de recrutement, le problème nous gagnons, j'aime ça t'expliquer, avec nous gagnons environ 8000 postulants, aspirants qui sont déjà prêts pour formation. C'est une question d'infrastructure pour nous commencer la formation soldats, recruter. Et c'est l'intention nous, notre bataille, notre gourmet, d'arrache-pied, chaque jour, pour nous essayer de construire l'infrastructure. Il y a un autre problème qui est présenté dans la bataille dans l'armée pour nous faire l'armée à monter en puissance, c'est question matériaux de construction pour nous construire base. Nous sommes obligés d'utiliser les moyens que nous gagnons et demander partenaires internationaux comme Mexique. Et nous sommes en conversation actuellement là avec Colombie. Et surtout, nous connaissons que Colombie signe un accord avec nous très récemment sur question de coopération de sécurité publique, défense et intelligence. Autre point qui domine l'actualité, le débat autour de l'avant-projet de nouvelle constitution se poursuit tant en Haïti qu'à l'étranger, suscitant des avis partagés au sein de la classe politique et de la société civile. L'ancien député Jerry Tardieu, qui a présidé le groupe de travail sur la Constitution, a exprimé ses réserves sur le caractère fédéraliste du texte actuellement en discussion. Il estime que l'avant-projet est infiniment plus complexe que la Constitution en vigueur et remet en question la pertinence de cette orientation. Selon M. Tardieu, aucun des secteurs consultés lors de ces travaux n'avait formulé une demande en faveur d'un système fédéral, ce qui soulève des interrogations sur la légitimité d'une telle proposition dans le processus de réforme constitutionnelle. L'ancien député Jerry Tardieu est l'invité de Métro News ce soir. Monsieur Tardieu, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. C'est un plaisir, Madame Barthélemy, de répondre à votre invitation comme d'habitude. Alors, on se rappelle que le groupe de travail sur la Constitution avait remis en janvier 2025 ce rapport final qui avait résumé les différentes propositions reçues des secteurs de la vie nationale, des partis politiques. D'ailleurs, un groupe de travail dont vous faisiez partie. Et quelques mois plus tard, environ 5 mois plus tard, le comité de pilotage a remis officiellement au Conseil présidentiel de transition le texte de l'avant-projet de la nouvelle Constitution qui d'ailleurs depuis fait beaucoup de débats. Vous êtes avec nous pour en parler. Quelle est donc votre première réaction à Métro News? Bon, effectivement, j'ai pris connaissance du texte rendu public par le comité de pilotage de la Conférence nationale. Et je crois que sur l'ensemble, ils ont respecté les libertés fondamentales, les droits acquis. Et dans l'ensemble aussi, il y a certaines avancées. Et ils ont tenu compte de beaucoup des recommandations
et qui ont été faites par les secteurs organisés de la vie nationale que nous avons rencontrés pendant 3 mois. Cependant, il y a un gros problème avec ce texte. Et le problème, ça, c'est l'intronisation d'un élément qui vient rendre le système politique, là, système administratif là, est extrêmement compliqué. On a parlé de départements, côté que on prévoit que y a 10 gouverneurs qui pourraient gouverner 10 départements, et chaque département a une autonomie financière et comptable, et il n'y a pas pour rendre compte à pouvoir central. Là. Et à partir de ce moment, nous pensons que y a un problème, et nous dit que pas de aucun dans le secteur que nous avons rencontré qui a proposé formule ça. Et nous dit que formule ça la mettre abcès sous clou. La mettre abcès sous clou parce que, en fait, objectif en révision constitutionnelle, dans le cas pays d'Haïti, je vous dis, son façon pour nous rendre structure plus souple, son façon pour nous rendre le pays plus facilement gouvernable, son façon pour éliminer des paliers administratifs qui rendent le gouvernance pays d'Haïti difficile. Malheureusement, disposition ça pour avoir plusieurs problèmes. D'abord, nous pensons que pour un pays comme Haïti, la formule fédérale n'est pas de mise. En fait, nous pensons qu'un État fédéral ou bien une approche fédérale est faite pour des pays qui ont des vastes étendues de terre, des pays qui géographiquement très très grands, comme le Canada, comme le Brésil, comme les États-Unis, ou bien capable de faire tout pour des pays, même si au petit, comme la Suisse, mais il y a une tradition démocratique, il y a un certain développement économique, il y a des institutions qui sont solides. Et malheureusement, ce n'est pas le cas en Haïti. Imaginez combien de départements pauvres que nous gagnons. Et il faut nous faire attention tout parce que dans l'ADN et dans la coutume, et nous connaissons en Haïti, politique sont qui fait dans une grande brutalité. On nous prend par exemple un scénario côté département, gouverneur un département a sorti d'un parti politique qui est différent de président de la République là. Et que le président de la République là, tu as caché derrière le fait que le département ça a toute autonomie et pour le pas mal moyen et pour les services de base de l'État. On a parlé d'électricité, on a parlé de route, on a parlé de l'école, on a parlé de santé. Donc en fait, vous imaginez ça veut dire département yo pas gain moyen pour gagner subsister de par eux-mêmes. De par eux-mêmes. Donc, imaginez, ça capable de poser un pile problème. Pas même rentrer dans l'idée que un jour gagner des départements qui ont envie de faire sécession. M'a invité tous les téléspectateurs qui les Metro News pour faire une expérience. Ils vont sur Google ou bien sur YouTube, ils vont velléité sécessionniste dans le monde, ou bien sécession dans le monde. Et on voit que un ensemble de pays, et des pays très avancés, qui ont fait face avec des problèmes de ce genre. On a parlé de la France, on a parlé de l'Italie, on a parlé de l'Espagne. On peut être pour la Belgique, la Flandre, à n'importe quel moment, ils doivent venir indépendants. Là, au Canada, avec l'Alberta, nous changeons ça qui est passé au Québec. Donc, nous pas saisir qu'en Haïti, nous avons une situation dans 10, dans 15, dans 20 ans. Si toutefois, le système s'est arrêté, côté qu'on a joint un gouverneur tout-puissant qui lui-même gagne velléité pour le dire la montée de drapeau parle, la des frontières parle, la venu parle, et puis le département de son département qui est autonome. Nous pas faire ça. Nous avons aimé qu'en Haïti, c'est un État unitaire, mais c'est un État qui est au service de la nation. Donc nous-mêmes nous disons que bon danger là, et comme son débat et que nous initié, nous-mêmes nous pensons que nous sommes les mieux placés, puisque c'est nous-mêmes qui sommes rencontrés avec le secteur vie national là, pour nous dire attention, formule fédérale ça, ce n'est pas lui-même qui a demandé. Alors, M. Tordio parlait de un élément qui est extrêmement important dans la proposition de texte qui c'est forme de gouvernance et où fait nous part clairement de position. Mais il y a d'autres éléments également qui soulevaient un pile débat, notamment si on prend par exemple l'âge Jokounia, un président qui a été élu à 30 ans, ministre à 25 ans, qui position, et notamment qui position partie en avant, puisque vous avez consulté secteur, qui ça secteur dit sous l'autre élément ça? Bon, nous pensons effectivement que nous-mêmes en avant, nous avons une politique tournée vers la jeunesse, mais il faut qu'il n'y ait pas un aspect démagogique là-dedans. Parce qu'à 21 ans, et qui expérience de vie, et qu'un jeune capable de pour occuper des fonctions extrêmement importantes, nous dit qu'il faut faire très attention tout. Et parce que mettez jeunesse là en avant, pas veut dire mettre dans des responsabilités côté que le peut ni maturité ni capacité pour les remplir et rôle ça.
Donc ça, c'est son premier bagage. Ensuite, nous sommes capables de dire, sous question nationalité, à tout, nous avons qu'à sauter, parce que nous-mêmes, tout secteur que nous avons rencontré, qui ça veut dire nous? Ils ont dit nous que faut gagner une grande catégorie d'Haïtiens. Si nous avons intégré, il faut que nous considérions que il y a des Haïtiens. Il y a qui vivent l'autre bord, il y a qui vivent ici. Alors que, malheureusement, avant-projet de nouvelle constitution, ça, il prévoit que il y a toujours deux catégories d'Haïtiens. Les catégories d'Haïtiens et les catégories d'Haïtiens d'origine. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas les mêmes droits. Et on a rappelé pour les téléspectateurs que Haïtien, c'est être né de père ou de mère haïtien. Et être Haïtien d'origine, c'est être né de père ou de mère haïtien, qui eux-mêmes étaient nés de père ou de mère haïtien et qui n'avaient jamais renoncé à leur nationalité à la naissance. Lorsqu'on est journée aujourd'hui, le concept de renonciation à la nationalité est encore flou. Donc, disposition, ça devient très flou. Donc, et même si on a l'article 13 qui prévoit que les Haïtiens vivant à l'étranger ont qualité d'électeurs, mais dès lors qu'on quitte qu'on a deux catégories d'Haïtiens avec flou ça, et nous pensons que le problème pas de problème. Nous pensons qu'il était très simplement dit que une grande catégorie d'Haïtiens qui ont droit et qui ont les mêmes droits et qui ont les mêmes devoirs, sauf que peut-être que pour certaines positions, on a mis des balises et des conditions. Donc alors, ce sont des interrogations que nous avons, et plus que des interrogations, et ce sont des dispositions qui, si elles ne changent pas, ne vont pas améliorer la Constitution dans le sens du progrès, de la modernité, de l'avancement. Et donc, nous tirons la sonnette d'alarme sur ces aspects-là. Bien entendu, il y a aussi quelques recommandations qui ont été faites et qui ont été prises en compte par les experts du comité de pilotage qui ont rédigé cette Constitution. Je veux parler principalement du fait que la majorité des secteurs voulaient qu'il y ait un système où le Premier ministre ne passe pas par les fourches codines du Parlement dans une étape de ratification qui est souvent sujette à, je dirais, des opérations de corruption, même, je dirais, des marchandages où certains parlementaires, contre leur vote, exigeraient, négociaient des postes pour leurs partis politiques, pour leurs familles, pour leurs amis, et qui souvent n'avaient peut-être pas les capacités pour occuper certaines fonctions, ce qui, je dirais, handicapait aussi beaucoup l'État. Donc, là, il y a un président qui est chef de l'État et chef de gouvernement. C'est une formule qu'ils ont adoptée. Il y a un premier ministre qui est choisi parmi les ministres et qui fait office de premier assistant au président. Il y a aussi les mandats de 5 ans qu'ils ont respectés. Il y a 2 ou 3 autres dispositions qui ont été prises en compte. On peut toujours en parler, mais je sais que le temps nous est compté. Cependant, nous avons 2 problèmes majeurs, celui de l'intégration de la diaspora et celui de l'intronisation d'un système fédéral qui ne convient pas pour Haïti et qui va causer beaucoup plus de problèmes à l'avenir. Vous avez évoqué la question de progrès. Lorsqu'on sait qu'une raison principale qui fait aujourd'hui un travail sur Texas, c'est pour combler lacunes ou bien corriger erreur que la Constitution de 1987 l'a ligue. Est-ce que vous avez l'impression que texte avant projet nouvelle Constitution, ça a réellement comblé lacunes ça? Bon, il y a probablement quelques corrections qui potées, mais sur l'ensemble du texte, et ça nous a appris des bagages fondamentaux, nous pensons que nous sommes déçus. Nous sommes parlé de l'État fédéral là. Là, nous dénonçons ces questions de l'État fédéral là, c'est parce que besoin de révision constitutionnelle, ça a été chita sous nécessité pour gouvernance plus facile. Ça veut dire pour que l'État fonctionne plus bien, pour gagner moins et lourdeur administrative. Donc, on vient ajouter et pallier ça, il vient de problème. Et si nous avons révisé la Constitution pour nous faire là, pour nous faire des bagailles et qu'un peu le monde a demandé, la question de l'intégration de la diaspora, il faut considérer que pas de catégories d'Haïtiens, donc pour tout intégrer Haïtiens. Donc, nous pensons que là, on manque mener l'autre bagaille tout. Et il y a peut-être des articles qui ont causé problème dans la vie politique. Nous sommes jetés comme un fameux article 134.1 et l'autre 134.2 qui fait un pile débat sur question fin mandat ancien président Jovenel Moïse. Il était même genre, nous pensons que le secteur des rencontres a fait des propositions très claires. Et il y a un ensemble de monde, pour ne pas dire totalité, secteur des rencontres avec partis politiques qui voulaient que nous diviser le conseil électoral là en 2 parties. Parce que le
conseil électoral là, je dis, aller juger parti. Donc l'idée, c'est que nous avons quitté le conseil électoral là, ça, mon demandé, c'est quitter le conseil électoral là pour organiser l'élection, et puis le gain des contestations, candidats qui lésés, est capable même aller devant l'autre juridiction ou l'autre entité pour demander justice. Ça n'a pas fait. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, tout, puis le secteur que nous avons rencontré, nous avons demandé scindé l'an 2. Donc nous pensons que tout ça aujourd'hui, c'est des bagailles qui étaient doués dans et révision constitutionnelle là, dans avant-projet texte constitutionnel là qui pas là. Et nous avons souhaité que, encore une fois, que les gens qui attendent, les responsables préposés à cet effet, prennent note que ce sont des demandes qui ont émané des secteurs et qui sont des demandes majoritaires et que prennent des dispositions pour corriger ça pour corriger, et ajouter ça pour ajouter, et pour que le processus a continué et que les mène nous vers une constitution et qui est adaptée aux défis d'aujourd'hui et aux défis de demain. Alors, comme dernière question, puisque nous allons mettre fin à cette interview, est-ce qu'il y a des recommandations avant que nous allions vers le processus référendaire là? Bon, il y a un débat qui l'ouvre et moi, j'ai souhaité que tout le monde réagisse avec un peu de sérénité et sans passion. Ce n'est pas jouer, ce n'est pas un exercice personnel ni politique, c'est un exercice patriotique et national. Donc, nous souhaitons tout que les gens qui préposent à cet effet, donc, d'autres termes, le comité de pilotage, t'as lui-même plutôt dans posture pour le tendre, pour le coûter. Ce n'est pas pour le fâcher si il y a un bagage et qui passe ça. Nous-mêmes, nous disons que l'argent lié à là, il y a des bagages qui peuvent corriger. Si on ne va pas corriger, on va combattre. Et avant projet ça, si on corrige que l'aller dans ce sens, on va réévaluer, positionner. Et donc ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage là, il ne faut pas oublier tout qu'un exercice de révision constitutionnelle ou bien d'écriture de nouvelles constitutions n'est pas fait en vase clos. Il y a un environnement. Il faut que les conditions sécuritaires soient adéquates, de telle sorte que lorsque tu as gagné un texte qui joue un minimum, qui a un consensus national suffisant pour le tavaler vers un vote référendaire. Aujourd'hui, à qui ça nous remarque, c'est que ces bandits qui ont valé terrain, c'est que bon, les conditions ne sont pas réunies pour un vote référendaire. Et ça nous capable de dire, c'est que ça nous est proposé depuis janvier 2025, on a répété encore, pour que l'exercice ça, il y ait plus participation, plus transparence, et que le peuple a approprié le processus là. Nous recommandons la mise en place d'une assemblée constituante, côté que le débat est fait publiquement, côté que tout le monde dans tout le pays a attendu qui ça qu'a dit sur article X, article Y, et qui argument pour et qui argument contre, et puis en bout de ligne, exercice démocratique, ça va bénéficier Haïti à l'avenir. Parce que si on a légiféré, si on a parlé de constitution, on a parlé d'abord d'un exercice inclusif, participatif, transparent, et qui prépare l'avenir sur les 50 et 100 prochaines années. En effet, député directeur Dieu, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir était pour moi. Merci. Merci encore. Voilà donc les propos de l'ancien député Jerry Tordieu. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on parlait de ce texte de l'avant-projet de la nouvelle Constitution qui est au cœur de l'actualité. Merci de votre fidélité à Métro News. Parlons à présent éducation. Les textes des examens de la 9e année fondamentale sont prêts, tandis que ceux du baccalauréat sont en cours de préparation, a déclaré Yves Roblen, directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à l'approche des épreuves officielles. Il a rappelé que les évaluations pour les élèves de la 9e année se tiendront du 30 juin au 3 juillet, alors que celles du baccalauréat auront lieu du 14 au 17 juillet. M. Roblen a également souligné la prolongation des inscriptions, notamment pour la 9e année, jusqu'au 2 juin, invitant les directions d'école à finaliser en urgence leur processus d'inscription. 9e année fondamentale du 30 juin au 3 juillet 2025. École normale d'instituteurs du 30 juin au 4 juillet 2025. Centre d'éducation familiale du 30 juin au 4 juillet 2025. Fin d'études secondaires NS4, qu'on appelait dans le passé la classe de philo, c'est du 14 au 17 juillet 2025. Deuxième élément, fin des inscriptions de 9e année fondamentale
et fixé au 2 juin 2025. Évidemment, nous te mettons d'accord pour nous être capables de prolonger date d'inscription aux examens de 9e année fondamentale et qui c'est 2 juin. Nous demandons tout directeur de l'école, toute directrice d'école pour être capable d'activer le dossier pour tout le monde et apparaître dans l'examen de 9e année fondamentale là pour être capable d'inscrire. Et après 2 juin, le ministère se désole. Le ministère n'a pas attendu personne. Et bien, si vous n'avez pas activé le dossier pour inscrire tout le monde 9e année, d'accord, et année ça. Et date nous là, dernier délai, c'est 2 juin 2025. Et bien, pour vous aller dans la direction départementale, et bien, si vous avez un petit problème, pour être capable de résoudre le problème, pour tout le monde capable d'inscrire pour l'examen 9e année fondamentale. Inscription 9e année avancée à Campa. Plus de 63% de monde qui sont inscrits dans l'examen 9e année. Inscription au bac, il y a avancé tout. Inscription aux examens d'école normale d'instituteurs, il y a avancé. Inscription au centre d'éducation familiale, inscription ça a avancé. Mais l'autre élément encore, c'est l'élaboration des examens aux fins de montage de prototypes d'examen. Le 9e année fondamentale, là, il termine toute élaboration item, et mais toute question, ça, il y a traité au niveau de la direction de l'enseignement fondamental. Élaboration item pour baccalauréat et école normale d'instituteurs. Le ministre et moi, nous avons été dans le centre d'élaboration. L'élaboration, le processus a démarré déjà pour être capable de faire tout assemblage de textes d'examen pour être capable de gagner un montage, un prototype d'examen et sous forme simulée. Et élaboration centre d'éducation familiale, nous travaillons sur eux, d'accord? Ils même pas en pile parce que ils ont à peine 400 qui apparaissent dans l'examen d'éducation fondamentale là, centre d'éducation familiale là, et à peine 3000 pour l'école normale d'instituteurs. Et pour secondaire 4, son gros morceau, et nous obtenons près de 121 697 candidats. Et pour 9e année fondamentale, nous prétendons quelques 201 475. C'est-à-dire que c'est toute masse de candidats nous prétendons dans l'examen d'État. On referme la page nationale de Métro News en santé face à la suspension de l'aide américaine via l'USAID et le programme PEPFAR. Le conseiller président Louis-Gérald Gilles plaide pour la création d'un fonds national destiné à soutenir les personnes vivant avec le VIH. Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi à la Villa d'accueil, Dr Gilles a annoncé que ce projet, actuellement en phase de préparation, devrait être lancé d'ici septembre. Cette initiative fait suite à une série de rencontres avec des associations engagées dans le soutien au PV-VIH. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Metellus, ainsi que le directeur général du ministère de la Santé publique, le docteur Gabriel Timothée, étaient présents lors de l'annonce faite par le docteur Louis-Gérald Gilles, membre du Conseil présidentiel. Suivez ce reportage signé Gerbijan et Claude Désir. Il y a une semaine, plusieurs dizaines de personnes vivant avec le VIH ont organisé un sitting devant la villa d'accueil. Elles dénonçaient le silence prolongé des autorités face à l'absence d'un plan clair pour compenser la suspension de l'aide américaine essentielle à leur traitement continu. Moins de 24 heures après cette mobilisation, le CPT a réagi, alors que les concernés attendaient une réponse aux multiples correspondances envoyées depuis des mois. Pour la directrice pays de Housing Works, la docteure Eva Marley Steid, il s'agit d'une avancée majeure pour le secteur. PVVIH n'a pas besoin de peur, il a réfléchi pour eux, il n'a pas pour compte, il n'a pas quitté aux deux bras balancés. Et Malé-Pandier qui était sous Haïti, dans le moment où on a parlé là, il y a des gens qui ont réfléchi sur lui. Aujourd'hui, tu as gagné pionnier, tu as gagné docteur Gabriel qui était là, tu as gagné madame docteur Des qui était là. Tout le monde sait, c'est le monde qui a vécu toute lutte qui a gagné dans le VIH. Mes amis, je dis, avec non à la discrimination, non à la stigmatisation, nous voulons dire que Haïti tellement fait progrès, tellement
gagné de séries de bagailles pendant 30 dernières années, que l'État vraiment dommage pour nous avoir perdu toute bagaille ça. Le directeur général du ministère de la Santé publique, le docteur Gabriel Timothée, nourrit un peu d'espoir. Pour l'instant, la suspension de l'aide américaine n'est pas définitive, puisque la décision est actuellement en cours d'évaluation. Parallèlement, le Fonds mondial, conscient des enjeux, se prépare déjà à une réponse en cas d'arrêt total des financements, a-t-il précisé. Dans la réunion de Panama avec le Fonds mondial, il n'y a pas assuré relais. Il n'y a pas couvrir tout volume COB administration américaine là-bas, mais il y a une possibilité de faire des commandes pour des médicaments qui continuent. Mais ce qui est intéressant pour me dire, c'est que l'État haïtien est conscient du fait que nous avons 127 552 patients qui sont sous traitement ARV, donc son responsabilité détaillée. Conscient que tous les membres du CPT ne soutiennent pas encore pleinement l'initiative, le conseiller présidentiel, Louis-Gérald Gilles, entend faire adopter par décret la création d'un fonds national permanent en soutien aux personnes vivant avec le VIH. Ce fonds, assure-t-il, sera opérationnel d'ici septembre. Ce n'est pas seulement médicaments, c'est moun tout qui fait prestation, qui bail vis-à-vis, qui bail médicaments pour expliquer. Pour faire un encadrement de temps pour question médicaments mais psychologique là, c'est là nous avons un problème. Et moi je crois que nous prenons décision en dans conseil présidentiel là, nous sûr et certain nous avons une solidarité l'autre conseiller président pour créer un décret pour créer un fonds national de soutien à moun qui souffrent maladie. Si pour l'instant les antirétroviraux ne sont pas en rupture de stock, ce plan de contingence marque une étape importante. Elle jette les bases d'une réponse nationale plus autonome, visant à rendre les secteurs vitaux, notamment la santé, moins dépendants de l'aide internationale, assure le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Metellus. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Plus de 250 gangsters ont été neutralisés par des drones kamikazes en l'espace de 2 mois, selon le RNDDH. De son côté, la police nationale a annoncé que ces opérations ont permis des saisies d'armes et de munitions, ainsi que des arrestations ciblées. Des zones jusque-là contrôlées par des bandits ont été libérées, affirme le porte-parole Michel-Ange Louis-Jeune. La mission multinationale installe une base avancée au port de Port-au-Prince. L'objectif est de protéger l'approvisionnement vital et réduire l'influence des groupes armés sur les infrastructures économiques. Parallèlement, le ministère de la Défense annonce un renforcement des forces armées d'Haïti après de nouvelles acquisitions. Et puis le débat se poursuit autour de l'avant-projet de constitution. Jerry Tardieu, président du GTC, critique toutefois la tournure fédérale du texte. L'ex-député alerte sur la complexité du projet et remet en cause sa légitimité démocratique. C'est sur ces derniers éléments que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.